Bonjour à tous. Ah, c'est violent, hein, ça va? Bienvenue pour la première conférence organisée par le Journal du Vrac. Euh, Nous avons délibérément souhaité nous associer au Salon du Vrac pour y développer une facette problématique complémentaire de la présentation de matériel qui se fait sur les stands. Et le cycle de cette année, donc c'est le troisième cycle proposé de conférences, de petites conférences pour ne pas vous monopoliser trop en dehors des stands, est essentiellement consacré aux problèmes de sécurité. Donc ce sont des problématiques toujours un peu transversales qui sont retenues. Je cherche le programme. Et les trois premières conférences pour l'édition de cette année sont effectivement concentrées sur des problèmes de confinement de poussière, de détection d'étincelles, d'explosion dans les élévateurs à godets. Bon, vous avez le programme. Et nous amorçons donc ce cycle explosion, risque, incendie, avec Guillaume Prabel, que je vous présente en 2 minutes, puis je Bonjour. vais lui passer tout de suite la parole. Mais il y avait des petites anecdotes assez sympathiques, c'est que finalement, Monsieur Prabel est le régional de l'étape, puisque sa mère est de Mâcon. C'est assez drôle, une famille bressane. Exactement. Voilà. Son père est de Cuiseaux. Euh, Diplômé en mesures physiques dans le domaine de la chimie, il a exercé d'abord en laboratoire, puis en production pendant une dizaine d'années dans la chimie. C'est ça, tout à fait. Et il est ingénieur CNAM, agréé CNPP et directeur général de Grecon France depuis le début de l'année, puisque cette entreprise a muté en SARL en janvier 2018. Auparavant, vous étiez directeur commercial au sein de Grecon France. Tout à fait. Je préfère lui laisser tout de suite la parole, puisque donc Merci, monsieur Mittel. voilà. Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Parce que j'ai un petit écho là, non? Est-ce que ça va mieux? Voilà. Bonjour, merci à tous d'être là aujourd'hui. Donc, comme l'a dit Monsieur Mitev, rapidement, en fait, Grecon, on est connu depuis un certain nombre d'années. Depuis le début de l'année, pour des questions tout simplement administratives, on a souhaité en fait faire une entité directement liée à notre groupe. Rapide tour d'horizon de qui on est, de ce qu'on fait, avant de commencer dans le vif du sujet. Donc nous sommes une filiale d'une société allemande, création dans les années 1910, typiquement allemande. On vient d'un autre domaine qui est la forme de chaussures. Donc l'arrière-petit-fils du fondateur a créé une entité spécialisée en 1973 pour protéger, on va dire, les usines des gens qui faisaient les formes de chaussures en bois. Et de là est née en fait notre activité aujourd'hui qui nous rassemble tous ici, les systèmes de détection et d'extinction de points chauds, d'étincelles et de braises. Donc l'activité au sein de notre groupe s'oriente vers 3 directions. Donc toujours notre forme de chaussure, la détection d'étincelles qui nous rassemble aujourd'hui, et on a une petite activité fabrication de systèmes de mesure. En résumé, la sécurité pour nous, c'est 200 000 zones de détection et d'extinction installées dans le monde. On a un potentiel portefeuille client de 120 000 entreprises. En France, on a une partie répartie entre 4 500 et 5 000 zones protégées chez 500 différents clients, toutes activités confondues. Nous avons 10 filiales au monde, 60 représentations. Le groupe représente environ 700 personnes. Nous sommes 12 en France. Notre chiffre d'affaires global est de 60 millions d'euros. Et notre usine, notre maison mère, est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors vous me direz, ça n'a strictement rien à voir, mais pour nous, entreprise allemande d'origine, c'est quelque chose de très important, très représentatif de notre culture d'entreprise. On attaque. Alors le feu. Le feu nous réchauffe, le feu nous protège parfois. Il fait partie intégrante de notre vie. Et parfois, on présente un risque. Alors quel est ce risque? Statistiques qui viennent de notre pays d'origine.
On dit que toutes les 5 minutes, vous avez un incendie qui éclate dans une entreprise. Ça représente environ en Allemagne 2 milliards d'euros de dégâts par an, des feux de surface, des feux couvents, et souvent des dommages consécutifs qui sont naturellement catastrophiques pour les entreprises. Heureusement, un tiers des entreprises s'en remettent, un autre tiers ont des difficultés financières, des difficultés en perte d'exploitation, des difficultés d'approvisionnement client. Un autre tiers, en fait, a des grosses difficultés à s'en remettre au bout de la 3e année. Quels sont les types d'industries? Nous rencontrons aujourd'hui tout type d'industrie qui pourrait être concernée par un problème en fait, d'incendie, de points chauds ou d'étincelles. L'activité bois, l'activité alimentation, l'activité métal sont des activités qui sont en ligne de mire en fait, des assureurs, de ce que l'on peut retrouver aujourd'hui en termes de risques et de dangerosité. On a des points sensibles, des points vulnérables dans nos entreprises qui sont des silos, du stockage, ça peut être les aspirations, les filtres. On a pas mal d'exposants aujourd'hui sur ce salon qui présentent des solutions de filtration où on peut être amené en fait, à avoir ce risque technologique. Ensuite viennent naturellement tous les principes, tous les process qui sont liés en fait, à la chaleur avec les sécheurs, les broyages, les broyeurs qui peuvent, comme moi je l'ai décrit souvent, des machines à chagrin. Alors naturellement, aucun chef d'entreprise, aujourd'hui aucun industriel ne souhaite avoir un sinistre total et c'est la solution et c'est pour la raison pour laquelle en fait, nous proposons en fait, un système dédié pour justement éviter d'avoir en fait, ce genre de visuel en tête à voir arriver dans nos entreprises. Dans notre métier, nous parlons de sources d'ignition. On parle souvent d'étincelles, on parle de points chauds, on parle de braises. Je préfère parler de sources d'ignition parce que c'est ce que nous allons traiter. Alors ça peut être très simplement en fait sur une machine, un outil qui frotte. Alors ça peut être un broyeur, ça peut être une machine à défoncer, ça peut être une tourillonneuse. Alors on peut avoir effectivement cette usure, on peut avoir en fait une défaillance de cette machine qui va provoquer de l'échauffement. Un simple frottement de la matière, ou alors des corps étrangers. Alors, ça peut être des particules métalliques, ça peut être des morceaux de verre, ça peut être des pierres, ça peut être tout ce que vous pouvez imaginer dans un process de transport. Il faut savoir un grand principe, c'est que toutes ces particules, toute cette matière combustible ne pourra en fait vous donner un souci que si vous lui apportez un apport important d'oxygène. Et c'est ce qu'on va essayer de voir de manière très pragmatique dans la suite de la présentation. On a des sociétés, des organismes comme l'INERIS, comme le NFPA, qui font des études en fait, sur les températures minimum d'inflammation de chaque matière. Alors, ce sont des tests laboratoires. On prend de la matière, on détermine à partir de quel moment elle pourrait s'auto-inflammer et on fait des tableaux, on essaie de les classer. Alors on a le bois, on a le blé, on a toutes sortes de matières en fait, qui vont vous renvoyer en fait, des températures et pour vous dire voilà, à partir de 200 degrés, à partir de 300 degrés, j'ai ma matière qui a potentiellement le risque de s'enflammer. Alors tout ça c'est de la théorie. On sait très bien qu'il y a tellement de facteurs dans l'industrie qui nous permettent en fait, de mettre en défaut en fait, ce que l'on voit dans les tableaux. Qu'il n'y a rien de mieux en fait que le pragmatisme et l'analyse que vous pouvez en avoir, vous, chez vous, avec votre expérience, de nous dire, voilà, moi j'ai ça comme matière, j'ai eu ça comme pépin, j'ai ce retour d'expérience, j'ai mes gens de production qui m'ont dit, voilà, il s'est passé telle chose à tel moment, dans telles conditions. Et c'est ce que nous, on essaye chez Grecon en fait, d'avoir, d'emmagasiner, c'est d'avoir le retour d'expérience, simplement pour essayer d'affiner en fait, ce que l'on connaît par rapport à des données qui sont, encore une fois, théoriques. Je fais juste une petite pause et je voulais vous montrer en fait une petite vidéo. Je vais laisser comme ça. Alors voilà, on a chauffé une bille, on s'est dit point chaud. On la chauffe et on regarde ce qui se passe.
qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Donc on a des copeaux, bois, sûrs, donc billes chauffées à plus de 250 degrés. Il ne se passe rien. Alors on s'est dit on va prendre une autre matière. Et pourtant on est dans les conditions. Donc on a chauffé du tabac, la bille, rien. On a essayé de jouer sur la taille du combustible, donc de la sciure, qu'on rencontre relativement souvent, quel que soit le type en fait, de produit. Ça peut être la sciure de bois, la sciure d'alimentation animale, la sciure de blé, des fines, ce qu'on appelle dans notre jargon des fines. Rien. Pareil pour un matériau commun, le papier, avec des mouchoirs. Et on se rend compte du peu d'affluence en fait, d'un élément chaud par rapport à un matériau. Et on se dit, il doit y avoir quelque chose d'autre. Et ce facteur, vous allez le comprendre. Donc on a repris les mêmes matériaux qu'on a chauffés. Là, on a chauffé vraiment le matériau. Et on lui a adjoint en fait de l'oxygène. L'oxygène, en le faisant simplement tomber, donc en le mettant en mouvement, vous allez en fait, là on a fait un film avec une caméra haute sensibilité, une caméra slow motion. Donc là du tabac à quasiment 300 degrés, 350 même. Vous voyez, aucune flamme, rien. Et on l'a mis en mouvement, simplement par l'effet gravitaire. Et vous voyez avec la caméra slow motion, vous avez génération de points chauds. Et c'est cet apport d'oxygène, en fait, c'est ce mouvement de la matière qui fait que vous pouvez, à un moment donné ou à un autre, dans votre process, générer en fait des points chauds, des étincelles, des points chauds, des braises. Je vous en montre une dernière, où là on a vraiment chauffé à blanc le produit. Et qu'est-ce qui pourrait se passer dans un transport pneumatique? Donc on reprend nos produits, dénominateur commun des vidéos, notre sciure de bois, tout à fait classique, que l'on va chauffer à 400 degrés. Et dès qu'il y a mise en circulation, vous avez cette générescence de points chauds. Tabac identique. Et l'adjonction de l'air, de l'oxygène du ventilateur fait que vous avez déclenché définitivement l'incandescence, la combustion du produit. Et c'est ce qui va être véhiculé en fait dans le process. Et là, vous le verrez bien avec la sciure qui rentre en combustion. Et dès que vous lui apportez cet oxygène, vous avez votre incandescence. Donc, comme je l'ai déjà dit, les conséquences peuvent être dramatiques. Production stoppée, livraison impossible,
malheureusement des fois perte humaine. Là, vous avez un exemple d'une société qui était fabricant de panneaux de bois, qui a eu un sinistre majeur, particules incandescentes qui seraient en fait allées au niveau des tamis, donc poussière fine, et qui ont provoqué explosion et explosion secondaire pour mettre à bas l'usine complète avec, il me semble de mémoire, 13 morts. Donc naturellement, on n'arrive pas à des extrémités pareilles, mais dans le cas par exemple des filtrations, j'ai pris l'exemple parce que c'est plus parlant et les photos sont assez éloquentes, la génération des petites particules que vous avez vues sur les vidéos en fait, entraîne dans ce cas de figure en fait, ce que moi j'appelle les piqûres de cigarettes. C'est qu'en fait on va avoir en fait, des manches qui vont se piquer et qui vont en fait consumer le combustible qui est à la fois la matière que l'on filtre dans un cas précis ou la manche filtrante, et à un moment donné vous allez avoir en fait soit l'incendie, soit carrément l'explosion en fait du filtre ou de l'élément de filtration. C'est ce qu'on voit ici très simplement. Certainement, certains d'entre vous doivent certainement connaître ce genre de désagrément. Donc le but du jeu, en fait, dans tout ça, on réunit toutes les conditions dans nos industries, à la fois en termes de combustible, là l'exemple du bois. On réunit en fait un excellent comburant qui est l'oxygène de l'air d'activation, donc que ce soit l'air de transport ou l'air ambiant. Et on lui ajoute en fait parfois des sources de chaleur, parfois une source d'ignition, avec le frottement, avec la génération d'un broyage, par exemple, qui va élever la température produit, et on va donc créer une source d'ignition. Et le but du jeu de tout ça, c'est qu'en fait, c'est de supprimer cette source d'ignition. Votre process, vos produits, on ne pourra pas les supprimer puisque c'est l'essence même de vos entreprises. Donc le but du jeu pour nous, en fait, c'est de supprimer cette source d'ignition pour éviter tout ce qu'on vient de voir précédemment. Donc là, je rentre un petit peu plus dans le détail de ce que nous faisons, Grecon, en tant que société spécialisée dans la détection préventive. Notre but principal, c'est de protéger effectivement tout ce qui est alimentation, stockage, moyens de filtration, éliminer justement tout ce qui est source d'ignition qui pourrait occasionner des dommages, voire un sinistre au niveau de l'entreprise. Le but du jeu, naturellement, dans un contexte économique difficile, c'est de préserver la production. C'est d'assurer une continuité en fait, de votre process pour qu'il ne soit ni interrompu, ni perturbé et n'occasionne naturellement aucune perte financière pour l'entreprise. De ce fait, nous essayons d'éviter les incendies et des explosions de poussière, afin d'éviter naturellement le dommage matériel, mais surtout corporel. Le principe global est d'avoir en fait des détecteurs, des capteurs, vous les nommerez comme vous le souhaitez, qui soient capables de déterminer en fait de manière très opportune qu'est-ce qui va être détecté, qu'est-ce qu'on va renvoyer comme information, comment est-ce qu'on va la gérer. Dans le grand principe, dans 99% des cas, notre société Grecon, on utilise le brouillard d'eau pulvérisé parce que c'est ce qu'il y a de plus simple et de moins polluant pour l'industriel. Le but du jeu va simplement être, au niveau de l'implantation, de voir, chez vous, comment est-ce qu'on peut implanter le minimum de matériel pour un maximum d'efficacité. Alors là, j'ai simplement mis ce qu'on pourrait retrouver tout à fait classiquement en termes de flow sheet, de circulation de matière avec une entreprise menuiserie, tout simplement, avec un élément de filtration, des bennes ou des silos de stockage, avec naturellement des conduits de production, des conduits d'aspiration ou de transport de matière. 3 zones d'implantation, très simples à comprendre. On a dans les conduits d'aspiration des zones opaques, qui sont exempts de lumière. On va avoir un type de matériel. On a des zones qui sont soumises à température, derrière un sécheur par exemple, sécheur à bois, sécheur à grains, où là en fait on va avoir un capteur spécial. Et on a des endroits où en fait, je pense souvent à la pharmacie, parce que c'est l'exemple le plus marquant pour moi, c'est d'avoir en fait du transport pneumatique avec des tuyaux en plexiglas. Où là vous avez l'air environnant, vous avez l'air ambiant et vous avez naturellement la lumière, ou tout simplement un transport par ray de l'air ou un transport par bande. Donc pour ces 3 zones, que l'on a définies arbitrairement, chez nous, on a 3 types de capteurs différents, tout simplement.
rapidement, notre capteur le plus performant aujourd'hui, qui va se mettre dans les zones d'implantation opaque, haute sensibilité. On a une visée à 120 degrés qui nous permet de couvrir une grande surface. On a une résistance en termes de process température qui est assez importante, une amplitude moins 40-80 degrés. On a un montage affleurant. Ce qui est très important pour nous, c'est en fait de ne pas perturber en fait le flux matière. Donc on va avoir un montage qui est affleurant à l'intérieur de la paroi. On est traité naturellement alimentaire, puisqu'on a aussi des clients et des industries en fait, qui nous imposent ce référencement. On va se retrouver des fois, comme je le disais, derrière un sécheur, derrière un broyeur, où on a en fait, de la température ou des presses. Par exemple dans l'industrie du pellet. On va avoir besoin en fait, de céder de la fibre optique. La fibre optique ayant cette grande... là, on va pouvoir aller jusqu'à 600 degrés en, fait, en termes de process chez nos clients. Et pour terminer, vous l'aurez compris, on a notre capteur qui, lui, en fait, est filtré. Donc on va pouvoir l'installer sur des machines, sur des Redler, sur des transports à bande, sur des zones où vous avez des prises d'échantillons, pour éviter en fait tout ce qui pourrait être détection intempestive due à la lumière environnante. Naturellement, si après vous avez des questions particulières sur une zone, je reviendrai personnellement avec vous sur ce point. Enfin, comme je le disais au début de la présentation, dans 99% des cas, on va gérer en fait, le problème de source d'ignition avec une extinction par brouillard d'eau. Moins cher, le moins polluant, le plus rapide. Des pressions de 4 à 10 bars, une consommation très réduite en termes d'eau. Je vous donne un petit exemple. À 6 bars de pression, on va consommer environ entre 5 et 6 litres d'eau micropulvérisée. On a des systèmes adaptables, quelles que soient les configurations de vos machines, de votre process, de votre flux matière. Pulvérisation à 360 degrés. Donc, dans certains cas de figure, une buse suffit largement à couvrir tout le besoin de la section, par exemple. On a des montages vapeur possibles. On a certains clients qui ont de la vapeur. Donc, la vapeur, c'est pour moi, personnellement, quasiment le meilleur moyen, puisqu'on va avoir de l'eau micro-gouttelée par million. Et donc, on va avoir une action en fait, sur la source d'ignition qui est bien plus performante. Là encore, je tiens à insister, un montage affleurant. On ne met rien dans les conduites du client. Tous ces systèmes sont protégés naturellement par du traçage et des sacs isolants qui peuvent être naturellement chauffants aussi si on le souhaite. De manière générale, on va se retrouver avec un système qui va être piloté, que ce soit de la détection, que ce soit des éléments mécaniques, on le verra plus tard, des pompes, du report d'alarme, tout ça pour s'intégrer au mieux en fait, en termes de process au niveau de tout type d'industrie. Le cœur du système, en fait, s'apparente à deux grandes séries de produits. Alors, j'ai l'habitude de dire une série 5000 pour les clients de moyenne gamme et les séries 7000 pour une gamme de clients qui a plus de 5 zones de détection et d'extinction. De manière générale, toutes nos centrales, en fait, peuvent être extensibles. Alors là, on va jusqu'à 116 zones pour une centrale, ce qui est déjà conséquent. On a environ 3-4 clients en France qui ont plus que 250 zones, donc qui ont des gros systèmes. La moyenne générale se situe autour de 5 à 6 zones de détection et d'extinction de points chauds. Toutes les centrales sont autotestées toutes les 4 heures. Toutes les zones, indépendamment l'une des autres, sont réglables et relayées. On a un historique de chaque zone globale jusqu'à 12 500 événements, donc on est capable de vous dire, au millième de seconde, qu'est-ce qui s'est passé. Combien de points chauds vous avez eu? Combien d'eau on vous a envoyé? Quand est-ce que votre opérateur a pris connaissance de l'alarme? Quand est-ce qu'il a acquitté le défaut? Quand est-ce que la situation est redevenue normale? Tout ça, c'est enregistré. Naturellement, les centrales, on a la possibilité de les mettre en réseau et on peut déporter, dans les cas des gros systèmes, on peut déporter en fait, tous les écrans en salle de contrôle. Donc, vous voyez un peu ce que ça peut donner sur un gros système. Vous avez tout en temps réel. Aujourd'hui, c'est devenu un classique global. Mais vous pouvez aussi avoir en fait, le flowsheet matérialisé de votre industrie. Qu'est-ce qui se passe et où? De manière très simple. C'est ce qu'on voit sur le côté droit. Vous avez par exemple 2 presses
qui sont surveillés, et vous pouvez avoir les points de détection et d'extinction qui s'allument au gré en fait, des mises en sécurité. Je passe rapidement sur la mise en réseau, c'est des choses tout à fait classiques chez nous. Et naturellement, la gestion des historiques, où vous pouvez voir en temps réel ce qui se passe exactement, à la fois en termes de fréquence, en termes de quantité. Naturellement, dans un but premier, c'est d'analyser qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Je peux vous dire, moi, vous aurez des points chauds, vous aurez des étincelles, vous aurez des braises. Combien? Aujourd'hui, c'est impossible. Tant que vous n'avez pas installé le système, pour moi, il est impossible de dire, ben voilà. Donc on a mis en place en fait, un gros travail de mémorisation, d'exploitation des résultats pour essayer d'analyser, pour que vous puissiez agir, de dire, ben voilà, tel batch de production, j'ai eu tel souci. Pourquoi est-ce que le batch précédent, j'en ai pas eu? Qu'est-ce qui a influencé ma génération de points chauds? Je fais un rapide aparté concernant les moyens de traitement. 99% on utilise l'eau pulvérisée. On a aussi dans certains cas d'application en fait, où on ne peut pas mettre d'eau, je pense généralement aux poussières métalliques ou au tabac. On peut gérer ça de manière mécanique. On a des périphériques qui vous assurent la mise en pression, les bonnes pressions, contrôlées par le système, qui vous permettent en fait, d'avoir toujours le besoin en eau nécessaire. Je dis nécessaire et suffisant pour gérer votre risque. Enfin, pour terminer, chaque industrie est différente. On a une grande expérience, quels que soient les types de produits, quels que soient les types de process. On commence à avoir une certaine expérience de ce qui pourrait se passer chez vous. Un petit peu les références principales pour en terminer avec cette présentation. C'était rapide, succinct. Si vous avez des questions, on en parle maintenant. Merci à vous. Oui. Oui, je voulais juste préciser que l'espace conférence étant vacant, vous pouvez facilement en profiter pour rencontrer l'intervenant qui reste à votre disposition pour des questions plus particulières. C'est simplement ça.